Bienvenue dans Mediapart Live pour notre première séquence qu'on commence avec un ouvrage collectif qui s'intitule Notre corps, nous-mêmes, écrit par des femmes pour les femmes. C'est aux éditions Hors d'atteinte qui sont cofondées par Marie Herman. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, deux autres membres du collectif qui ont travaillé sur l'ouvrage, Nati Fofana, Bonsoir. bonsoir, et Yelena Perret. Donc bonsoir à Bonsoir. toutes les trois. Merci vraiment d'être avec nous et j'ai le plaisir de vous interroger avec ma collègue Lénaïque Brodou de Mediapart. Alors on va parler de l'histoire du livre, de vos choix, de comment vous avez travaillé ensemble sur ce livre. Mais auparavant, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le projet, est-ce qu'on peut dire en quelques mots quel est le statut de ce livre? Est-ce que c'est un manifeste? Est-ce que c'est un manuel? Comment est-ce que vous le qualifieriez? Peut-être Marie pour Alors, commencer. les mots qui reviennent très souvent, c'est Bible, même s'il n'a franchement pas La grand-chose Bible de du religieux. féminisme, on entend parfois. Et Ouais. puis on dit aussi encyclopédie. Donc, mais alors ça, c'est peut-être un peu plus proche de ce qu'on a tenté de faire, puisqu'il y a vraiment effectivement cette idée d'essayer d'embrasser un maximum de thématiques autour du corps des femmes. Alors, juste en deux mots, c'est quand même un livre qui a une histoire très particulière parce qu'effectivement, il a ce côté manuel. Il y a l'idée que toutes les femmes puissent y puiser des informations sur ce qui va leur arriver dans leur vie de femme et ce qui se passe dans leur corps. Et alors justement, pour retracer un peu l'histoire, parce que le livre, il est différent de plein d'autres par ce qu'il contient et aussi par son histoire, est-ce que vous pourriez un peu expliquer pour, encore une fois, toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas Notre corps nous-mêmes, d'où il vient et où est-ce qu'il est né? Puisque l'histoire, en fait, elle commence il y a très très longtemps aux États-Unis. Tout à fait. Alors, donc, l'histoire commence en 69 à Boston. En 69, Nixon vient d'être élu. On est en pleine guerre au Vietnam. Il y a énormément de mouvements radicaux qui émergent aux États-Unis. Donc les mouvements pour les droits civiques, les mouvements contre la guerre au Vietnam. Et autour de ces mouvements, des femmes se rassemblent et commence à émerger très doucement un mouvement féministe. Et en fait, la première grande conférence de femmes a lieu à Boston. Et c'est cette espèce de creuset que se rencontrent des femmes qui commencent à parler de leurs expériences vis-à-vis de la sexualité. Parce qu'elles font le constat que malgré ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, ça reste extrêmement tabou et insatisfaisant. Elles parlent d'avortement, qui est encore illégal. Elles parlent de leur rapport à la médecine, qu'elles trouvent très violente. Et en fait, elles commencent à partir de ces échanges, de ce qu'elles se disent entre elles, à écrire des brochures qu'elles diffusent et qui ont immédiatement un très grand succès. Ces brochures deviennent un livre pour la première fois en 71 et une vraie édition commerciale en 73. Et en fait, ce livre va avoir un succès absolument incroyable puisqu'il va se vendre à 4 millions d'exemplaires aux États-Unis. Oui, donc il y a eu une version française qui était épuisée depuis le début des années 90. Donc vous décidez de reprendre. En quoi, à un moment, vous parlez dans le livre de la nouvelle révolution féministe. En quoi ce livre, cette nouvelle version de ce livre, y répond? Je ne sais pas à laquelle de vous trois Yelena, répond. peut-être, ou Nati. Ce livre, oui, cette nouvelle révolution féministe, c'est celle qui émerge ces dernières années, effectivement, avec un retour sur le devant de la scène des thématiques liées au corps des femmes. Et effectivement, ce livre, il arrive là, après quelques années de réémergence de ces sujets. Il arrive, on l'espère, comme une réponse, en fait, comme un outil. Comme le disait Marie, effectivement, tout à l'heure, ce livre, son statut, c'est un manuel. C'est un manuel dans lequel on peut aller piocher des ressources. Il s'appuie sur ce constat, effectivement, qui a réémergé ces dernières années de la persistance de l'appropriation du corps des femmes dans une société qui reste une société patriarcale, de la méconnaissance organisée, entre guillemets, qui persiste de nos corps. Et à travers ce livre, nous, on espère avoir créé une sorte d'arme, quelque part, pour les femmes, pour leur redonner confiance, leur permettre de se réapproprier les savoirs sur leur corps et leur permettre de défendre aussi l'intégrité de leur corps. Oui, à plusieurs moments d'ailleurs, il y a même le symbole outil. Enfin, il faut souligner le côté boîte à outils où vous vous renvoyez vers des sites, des vidéos, des bibliographies. Donc il y a vraiment la volonté aussi de mettre à disposition pour le coup des savoirs au-delà même du livre. On voulait vous poser la question aussi de la méthode que vous aviez suivie parce que la composition du livre est assez originale.
Vous avez évidemment des sources, mais vous avez aussi procédé à un gros travail d'enquête, de collecte de témoignages, d'entretien. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu comment vous y êtes pris? Bah, surtout, en fait, pour les témoignages, on a vraiment voulu donner un parcelle, en fait, vraiment de différents milieux. C'est-à-dire qu'on s'est adressé à toutes les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, de toutes les conditions sociales, pour effectivement avoir un panel représentatif d'une situation en France à l'heure actuelle. Il y a eu combien de témoignages en vrai? Plus de 400, Plus de on a fait 400, plus de 400 C'est conséquent quand même. d'entretiens. Donc on a procédé à la fois par des ateliers collectifs, par des entretiens individuels aussi. Et en fait, à chaque fois, pour chaque thématique qu'on a souhaité traiter, on a travaillé un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on est d'abord parti de nous, de ce collectif d'autrices, et ensuite on s'est tourné vers d'autres femmes pour aller à leur rencontre. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui irrigue le livre et qui lui donne un petit peu sa force et sa spécificité, c'est que on a voulu, dans la création du collectif au début, avoir un collectif qui soit, si ce n'est représentatif, au moins le plus divers possible. Donc on a essayé de faire en sorte d'être des femmes de différents âges, de différentes orientations sexuelles, de différentes catégories sociales. Et en confrontant nos vécus, en échangeant entre nous aussi, c'est ça qui a donné en fait l'architecture et le ton du livre. Et je pense à des sujets là qui émergent, j'y pense particulièrement parce que cette semaine, il y a eu le hashtag Mon Postpartum sur les réseaux sociaux. Et nous, c'est vrai que c'est un sujet auquel on a souhaité donner beaucoup de place dans ce livre parce qu'il s'est imposé à nous, en fait, par le biais de nos discussions. Dans les autrices, il y en a 2 qui ont eu un enfant durant ces 3 années de travail. Et on avait vraiment envie de parler, par exemple, de cette période de la vie durant laquelle les corps sont fortement malmenés et que malgré tout, on se retrouve avec une charge et un travail souvent complètement invisibilisé à mener. Et on voulait vraiment en faire un enjeu féministe. Et il y a plusieurs sujets et plusieurs façons de les aborder qui naissent directement de ces échanges, de ces discussions qu'on a eues entre nous et avec d'autres femmes. Alors justement, vous expliquiez que vous avez voulu avoir une diversité dans les autrices et dans les femmes dont vous publiez les témoignages. Vous assumez aussi très clairement, dès l'introduction, le fait de défendre une approche intersectionnelle, comme on dit, c'est-à-dire qui défendent des oppressions croisées, comme femmes, comme LGBT, comme racisées, comme musulmanes, etc., etc., en disant que ce sont des oppressions qui se croisent et se renforcent, je crois, à peu près de mémoire. Vous défendez aussi le fait que ce soit un militantisme politique, au sens qui soit celui qui va lutter contre le nucléaire, qui va sur les ronds-points, qui défend les femmes de l'hôtel Ibis. Est-ce que ces positions politiques qui font débat dans la société en général, dans le mouvement féministe en particulier, ont été l'objet d'un consensus immédiat entre vous, ou est-ce que ça a été difficile d'arriver à ce point de départ presque ? Alors, je pense que la dimension politique, en fait, le fait qu'on voulait que le livre ait une dimension politique, on était toutes absolument d'accord dessus. Et c'était aussi un choix de départ parce qu'en fait, en France, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une version en 77 qui n'a jamais été réactualisée. Mais aux États-Unis, il y a eu 7 réactualisations qui ont été vraiment menées en profondeur. Et on voit que le collectif américain a peu à peu perdu cet aspect politique, justement, de manière consciente et réfléchie, et même volontaire. L'édition de 84, qui marque vraiment un tournant, qui arrive pour le coup, en plein air Reagan, donc avec un retour de bâton très violent, une droite religieuse très forte, un mouvement anti-avortement très violent aussi. Enfin, là, il y a vraiment une sorte de repli, de recul du collectif actuel, enfin du collectif de l'époque, qui dit là, en fait, on peut plus. Le terme qu'elles emploient, c'est « it's less in your face ». On peut moins être frontal, parce que là, sinon, on va perdre tout le monde. Donc, elles abandonnent, par exemple, l'emploi du mot « capitalisme ». Et de fait, la dernière version qui a été publiée en 2011 est très dépolitisée. Elle devient presque purement un manuel de santé. Nous, c'était quelque chose qu'on voulait réaffirmer. On voulait justement s'ancrer plutôt dans la tradition de la version de 77. Et je pense que c'est une chose à laquelle on a fait attention partout. C'est-à-dire, il y a cette idée de faire des constats sur une situation qui est assez catastrophique et préoccupante. Mais il y a aussi l'envie de toujours donner des solutions, des idées, des outils de réponse. Et il y a des outils qui sont individuels et il y a des outils qui sont collectifs assez systématiquement. Là-dessus, on était vraiment d'accord. Après, peut-être pour compléter aussi, je pense que ça rejoint la question précédente sur la méthode. C'est-à-dire que c'est effectivement un livre politique qui a des partis pris, mais ce n'est pas un livre à thèse non plus. Ce n'est pas un livre qui a vocation à se positionner sur tel ou tel débat féministe.
Par contre, c'est un livre qui part du vécu, qui part des ressentis et de cette volonté qu'on avait effectivement d'aller à la rencontre d'un maximum de femmes possible et notamment de celles qui subissent ces oppressions croisées et qui se renforcent. Et c'est en partant de ces vécus-là que ça nous a permis aussi de poser les choses de cette manière. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ce livre, c'est qu'on ne donne pas des solutions toutes faites non plus. C'est-à-dire qu'il y a des partis pris, mais l'idée, c'est aussi de donner à voir la multiplicité des façons de vivre, la multiplicité des pistes d'émancipation et des outils possibles, qu'ils soient individuels ou collectifs, comme le disait Marie, et que c'est cette richesse-là, je pense, qui fait la force du livre. Vous parlez de multiplicité. Effectivement, votre collectif, il est divers à la base, mais il n'embrasse pas toute la diversité possible. Vous le dites assez clairement. D'ailleurs, vous dites que vous êtes plutôt toutes quand même plutôt bien diplômées. Parmi vous, il n'y a personne qui a un handicap très important. Il n'y a pas de personnes trans. Et pourtant, vous les faites témoigner également dans l'ouvrage. Donc, vous avez à cœur ça. Mais du coup, le Notre corps du titre, en fait, c'est le corps de qui, si je peux poser la question aussi brutalement que ça. Si je peux me permettre, je pense que notre corps, c'est le corps de toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul corps des femmes, il y a des corps des femmes. Et à partir de ce postulat-là, on part du fait qu'on peut tout évoluer ensemble et en même temps de manière différente. Et je pense que c'est très important de le rappeler, en fait, parce qu'on n'a pas voulu partir de un vécu, mais de des vécus, en fait, de différents vécus, pour arriver à un manuel qui puisse donner des solutions ou pas, parce qu'effectivement, en fait, on n'a pas tous le même, le même but face aux oppressions. On a reconnu aussi que certaines femmes ne pouvaient pas autant se débattre de leurs oppressions, parce qu'on n'a pas toutes, on part pas avec toutes les mêmes possibilités. Ressources, c'est ça, les mêmes ressources. Et par exemple, vous dites que vous êtes partie du vécu et c'est comme ça en fait que vous échappez aux grandes disputes qui sont parfois déconnectées en fait de la réalité du vécu des corps et des femmes. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on fait débat entre vous quand vous dites on est parti de nos discussions? Qu'on fait débat entre vous sur quelle thématique fallait mettre en avant ou pas, quelle thématique était importante, ou comment il fallait l'aborder. Est-ce qu'il y a des choses où vous avez un peu... Franchement, je crois que le plus gros débat qu'on a eu, c'était sur la question de la santé mentale, qui n'est pas forcément d'ailleurs un sujet auquel on pense dans les débats féministes. Voilà, entre nous. Et là encore, je pense pour vraiment des raisons d'expérience et d'histoire personnelle, où certaines d'entre nous étaient très attachées au sujet de la psychanalyse, et d'autres étaient beaucoup plus critiques. C'est d'ailleurs, c'est quand même un débat récurrent aussi féministe. Et en fait, on l'a réglé, en fait, on en fait état justement dans le livre. C'est-à-dire qu'on a clairement écrit que là-dessus, il y avait des désaccords au sein du collectif et dont on fait état en donnant un petit peu les deux points de vue qui se sont affrontés. Et je pense que c'est le débat sur lequel, effectivement, on est allé peut-être le plus loin, puisque les autres... Comme je disais tout à l'heure, les débats ne se plaçaient pas tant sur des oppositions de point de vue théorique. Et donc, ça permettait quand même, effectivement, d'aborder les choses différemment. Et pour compléter, en fait, la force du collectif, c'est le fait qu'à un moment donné, chacune a pu rappeler aussi à l'ordre les autres, c'est-à-dire en disant « Ah, sur ce point-là, je pense que ça ne va pas être pris en compte par toutes les femmes. » Et ça aussi, c'était hyper important. Parce que effectivement, même si notre collectif est assez différent, il y a quand même des ressemblances entre nous. Et ce qui a fait que parfois, on pouvait juste être dans un milieu, une idée précise, et pas prendre en compte comment ça pouvait être perçu. Donc ça aussi, on a eu la chance de se rappeler l'une les autres à l'ordre aussi. C'était la question du travail, notamment. Le travail, ouais. C'est-à-dire sur le travail, oui. Moi, j'ai travaillé. C'est le sujet sur lequel vous avez plus coordonné le travail. Ça. Pour le travail, notamment au niveau des solutions, lors de mes recherches et puis même en récoltant les témoignages, à un moment donné, on a mis en avant le fait que toutes les solutions ne s'appliquaient pas à toutes les femmes. Par exemple, le fait de ne plus travailler. Que toutes les femmes ne pouvaient pas prendre ce motif-là pour justement se défendre, parce qu'il y en a qui sont précaires. Et donc forcément, se lever un matin et se dire « j'arrête de travailler » lorsqu'on a des enfants, ou même pas d'enfants, c'est compliqué. Donc,
Il y a un autre exemple qui illustre, je trouve très bien en fait le statut multiple en fait de l'ouvrage que vous avez tout réalisé, c'est le cahier anatomique, parce que donc vous avez publié des planches, on va en voir une à l'image où on montre voilà le corps des femmes, leur sexe, en expliquant justement que une écrasante majorité des jeunes filles de 13 ans de mémoire, ne savent pas dessiner la vulve. Pourquoi vous avez fait ce choix de publier ce cahier anatomique et de le rendre en accès libre, si je ne me trompe pas? Alors, pour nous, le cahier anatomique, c'est vraiment une réponse à cette méconnaissance, effectivement, que vous pointez, que les femmes ont de leur propre corps. Effectivement, on a fait des ateliers avec des adolescentes, où je me souviens, je suis arrivée avec un clitoris et un dessin réaliste de vulve, et les réactions étaient oscillaient entre la panique et les rires, mais en tout cas, on voyait que c'était des images auxquelles elles avaient très rarement été confrontées. Et cette méconnaissance, on le voit dans les manuels scolaires, par exemple. Encore aujourd'hui, il y a très peu de manuels scolaires qui représentent de façon réaliste le clitoris, où on n'en voit que la partie externe quand il est représenté. Dans les représentations dominantes, que ce soit dans les films pornographiques, mais aussi dans les tableaux de maître, on n'a jamais de représentation réaliste de nos anatomies. Et donc, il y a vraiment un enjeu important autour de ça, parce qu'on a presque l'impression qu'à un moment, les femmes méconnaissent leur corps, et que, à contrario, leurs partenaires sexuels ou les médecins connaissent mieux leur anatomie qu'elles-mêmes. Et ça engendre à la fois des difficultés pour prendre soin de soi, pour se connaître et s'occuper de son corps, et aussi ça engendre beaucoup de honte et de problématiques d'estime de soi, en fait. Et je vais prendre un exemple parlant. Voilà, on a voulu représenter une vulve de cette manière, et on s'est aussi questionné sur le vocabulaire. J'essaye de la montrer à l'écran. On a un problème technique, on n'arrive pas à passer le. Ah, mais il faut la mettre en qu'on gros. avait préparé. Mais là, on la voit. Regarde. Il faut zoomer encore plus. Voilà. Donc, les schémas d'ailleurs réalisés par une des autrices du collectif Nike et Deken. Et donc, je disais qu'on a voulu vraiment avoir ces représentations réalistes et travailler sur le vocabulaire. Pour donner un exemple sur ce schéma, on ne parle pas, comme on dit souvent, de petites et de grandes lèvres. On parle de lèvres internes et de lèvres externes. Et en fait, ça peut paraître rien, mais c'est primordial, parce que en fait, le nombre d'adolescentes ou de femmes qui ont passé des années à avoir honte de leur corps en pensant qu'elles n'étaient pas normales, tout simplement parce qu'en fait, elles n'avaient jamais été confrontées à des représentations réalistes de leur anatomie. Nous, ça nous paraissait vraiment primordial. Voilà. On a mis des photos aussi, des photos de vulves, qui sont des choses qu'en fait, on ne voit jamais représentées comme ça. Oui, et qui pour moi ajoute à cette idée de il n'y a pas de corps normal, il n'y a pas de corps auquel on est censé correspondre. Et c'est le propos de l'ensemble du livre, en fait. Il n'y a pas la femme à laquelle on est censé correspondre, la fameuse femme que décrit Virginie Despentes, par exemple, et qui n'existe pas officiellement. On peut le dire maintenant, on l'a tué trop longtemps. Elle n'existe pas, la femme parfaite à laquelle on est censé correspondre. Et justement, donc, ça se voit dans les photos et dans la diversité, effectivement, des corps représentés, mais aussi dans la diversité des témoignages. L'idée, c'est vraiment, enfin, d'avoir un espace pour les femmes où on puisse se dire « je peux choisir ». Il y a plein de diversité, il y a plein de possibilités, il y a plein de choix, il peut m'arriver plein de trucs. Et je vais pouvoir faire mon chemin là-dedans sans être obligée de me demander si je suis trop ci ou pas assez ça, ou si c'est moral ou normal, ou si ça correspond à ce qu'on attend de moi, ce que je suis en train de vivre ou de faire. Oui, d'ailleurs, vous le dites dans l'ouvrage, c'est que par rapport à l'absence de modèle unique, il y a plein de façons en fait, de faire avec, et la diversité des témoignages illustre. Vous vouliez ajouter quelque chose? Et puis justement, à partir du moment où on a les connaissances, on peut justement s'armer contre l'oppresseur et justement remettre au goût du jour, enfin montrer à toutes comment est justement notre sexe, permet justement à ces jeunes filles, ces femmes, au moment des consultations, d'être armées, de savoir que bah non, là c'est comme ça que ça doit être. Moi je pense ça, et justement je pense que notre manuel aussi c'est ça, c'est un outil de défense pour justement donner aux femmes des arguments, des connaissances pour être mieux armées face à l'oppression au quotidien. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas évidemment, il n'y a pas le modèle de la femme parfaite. Et ce qui m'a frappé en tant que lecteur masculin, pour le coup, quelque chose que j'ai pas, on va dire, je l'ai découvert, mais en tout cas qui m'a frappé de voir à quel point c'était permanent, c'est les injonctions contradictoires dont on fait l'objet en tant que femme depuis toute petite.
jusqu'à la personne âgée, dans différentes situations de la vie, que ce soit dans la sexualité, au travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu comme un fil rouge de l'ouvrage? Est-ce que vous l'avez perçu très fort? Est-ce que ça a été volontaire aussi de le présenter comme ça? En fait, il y a non seulement effectivement les injonctions contradictoires, et enfin, c'est volontaire parce que c'est ce qui ressort de toute façon de la réalité des vécus, et la façon dont ces injonctions contradictoires aussi sont en décalage complet avec le discours dominant selon lequel aujourd'hui tout serait réglé, selon lequel les femmes aujourd'hui auraient les mêmes possibilités de choix, auraient vécu, tu parlais tout à l'heure Marie, de la libération sexuelle qu'on nous a promise et qu'on nous a tant vantée, et donc aujourd'hui tout serait réglé. Et en fait nous, pendant les entretiens et pendant ce travail de recherche, ce qu'on a vraiment constaté, c'est effectivement ce décalage entre ce discours-là et les différentes injonctions et oppressions qui continuent de peser sur le corps des femmes. Et ces injonctions, effectivement, autour d'un modèle inatteignable et qui sont en fait destinées à nous maintenir toujours dans une position en fait, d'échec et de fragilité. Et de culpabilité. Et de culpabilité. Ce qui est aussi, je pense, une des choses qu'on a voulu beaucoup contrer dans ce livre. Et c'est ce que j'entends souvent chez les premières lectrices, que c'est très, très déculpabilisant, que c'est une énorme arme contre la culpabilité. Et c'est vrai que Nati, tu as travaillé sur les normes de beauté. Moi, j'ai travaillé sur les normes de beauté et effectivement, on a un double discours. Autant dans notre société actuelle, il y a ce discours du « aimez-vous », autant dans les magazines, c'est un modèle qui est représenté, c'est-à-dire la mannequin grande, blonde, fine, mince. Et retouchée aussi. Et pourtant, il y a ce discours-là de maintenant on s'aime, on s'accepte. Donc effectivement, plus comme vous l'avez dit, depuis toute petite, on est soumise à ces injonctions, que ce soit dans les contes, c'est-à-dire la princesse. Toutes ces représentations-là nous suivent tout au long de notre vie, en fait. Et effectivement, le livre cherche vraiment à déculpabiliser chacune d'entre nous sur le fait que non, on n'est pas toutes blondes et grandes aux yeux bleus. Je suis la preuve, par l'exemple. Voilà. Donc, non, c'est super important de se sentir justement non coupable. Et je pense que nous toutes, au travers de nos recherches, ça nous a permis de nous libérer aussi. Justement, vous dites dans la conclusion, je crois que vous êtes citée en disant que pendant ce livre, vous êtes devenue une femme. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire une forme de libération, en fait, de pouvoir être comme vous l'entendiez? C'est ça. Je pense que cet ouvrage, et j'espère qu'il permettra à d'autres jeunes femmes aussi, de se dire qu'on a une force et qu'elle est immense. Vraiment. Et vous, Yelena, vous êtes citée dans la conclusion en disant qu'on ne détruit pas le patriarcat en écrivant un livre, ce qui serait un peu le pendant de cette joie et de cette libération qu'on sent dans tout le livre, il faut bien le reconnaître. C'est aussi la limite que vous y mettez. Pourquoi vous sentez obligé presque de fixer cette limite? En fait, je suis presque revenue dessus. Depuis... Non. C'était une limite parce qu'on parlait de nos vécus aussi pendant les 3 ans d'écriture. Et c'est vrai que ces 3 dernières années, ce n'est pas les terrains de lutte qui ont manqué. Et peut-être qu'effectivement, écrire un livre, ça nous a pris beaucoup de temps pendant 3 ans avec le collectif d'autrices. Et donc, c'était aussi des questions d'arbitrage et de réflexion. Je pense que c'est une réflexion qui est encore ouverte et qu'on peut continuer à ouvrir ensemble, de comment on détruit le patriarcat. En fait, peut-être que je nuancerais en disant on ne détruit pas le patriarcat seulement en écrivant un livre. Je pense qu'effectivement, on a quand même là un outil entre les mains qui est déjà une première... une bonne base. Une première pierre à l'édifice. Mais que la lutte, elle se joue aussi sur... En fait, le livre, il fait état de ces différentes solutions collectives. On a souvent voulu mettre en avant non seulement des ressources et des pistes individuelles, mais aussi des pistes de mobilisation collective, parce qu'on pense que c'est aussi là que ça se joue. Et voilà, la fin du patriarcat, elle se joue dans les écoles, en travaillant, on parlait d'éducation genrée tout à l'heure, c'est en travaillant sur l'éducation non sexiste, elle se joue en formant les médecins à une approche plus respectueuse du corps des femmes, elle se joue en éduquant les garçons à ne pas devenir des hommes violents. Enfin, voilà. Elle se joue dans les représentations, dans les films, dans les livres, dans tous ces nouveaux récits qui restent à créer, en fait, et qu'on est en train de créer, nous aussi. Marie-Hermann, peut-être un mot sur comment le livre vous a transformé, le bilan que vous faites après ces 3 années de travail.
Non, c'était une aventure complètement incroyable, évidemment. C'était très puissant. Et en fait, je pense qu'on a toutes, c'est ce qu'on a essayé de dire dans la conclusion, on y a mis beaucoup de nous. Et c'est forcément un travail qui nous a remis en question profondément aussi, qui est venu dans toutes les facettes de nos vies, qui a remis en question la manière dont on vivait notre vie amoureuse, notre vie sexuelle, notre vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression d'avoir opéré une sorte de révolution et de là arriver à un nouvel endroit où je repose les choses autrement. Et j'ai l'impression que ce qui nous a énormément marqué pendant le livre, c'était le besoin des femmes de parler. Je pense que ça a été vraiment le plus gros choc. À chaque fois qu'on organisait un groupe de parole ou qu'on organisait un entretien, les femmes systématiquement nous disaient qu'est-ce qu'on a besoin de ça, ça nous a fait du bien et on veut le refaire. Et on espère aussi que c'est quelque chose qui va se propager avec ce livre, parce que je pense que c'est aussi un énorme besoin, un énorme point de bascule, une des manières dont le patriarcat éventuellement un jour sera vaincu. Merci à toutes les trois. En tout cas, je rappelle aussi qu'on a publié, pour ceux qui veulent se faire une idée, qu'on a publié sur Mediapart les bonnes feuilles du livre. Et puis sinon, dans toutes les librairies, Notre corps, nous-mêmes, donc publié aux éditions Hors d'atteinte. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous sur Mediapart Live. On reçoit Gabriel Zucman dans un instant. Mediapart.